En 2003, le monde de Nemo a déclenché une frénésie d'achat de poissons clowns, alors même que le film dénonçait la captivité d'espèces tropicales en aquarium. Ratatouille a provoqué le même phénomène d'achat massif de rats. Avatar, le film le plus vu de tous les temps, a-t-il lui aussi une influence négative sur ce qu'il prétend dénoncer? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, et je vous promets que c'est pas ce que vous pensiez. Dès la sortie du premier opus en 2009, le blockbuster est loué pour son message écologique. L'ambition clairement affichée de James Cameron, c'est de nous faire changer de regard sur l'environnement, de nous toucher au plus profond de notre âme pour déclencher de la compassion et nous faire passer à l'action pour la planète. Tanga. Non. Atokirina. Atokirina. Sur le papier, c'est super, sauf qu'Avatar est plein de contradictions. C'est le film de tous les superlatifs. Jamais un film n'avait gagné autant d'argent. Jamais un film n'avait coûté autant d'argent. Jamais un film n'avait nécessité autant de technologie, autant d'ordinateurs, autant de serveurs. Bref, des moyens d'une multinationale. Alors dire que cette production bourrée de technologie et écologique, c'est un peu surréaliste. Oh shit. Mais en même temps, il faut regarder les résultats. Avatar a réussi là où tout le monde a échoué, en touchant des milliards de personnes et en faisant passer un message environnemental fort. Jake, it was hurt you. Comme le film a mis en lumière la cause écologique comme personne, on pourrait dire que la fin en valait les moyens. Mais ça serait allé trop vite, car si on regarde de plus près, James Cameron fait une énorme erreur. Oui, il a pris aux tripes et touché des millions de personnes. Mais est-ce que Cameron a utilisé le bon message, la bonne approche pour faire passer les gens à l'action? En regardant de plus près, on se rend compte qu'il y a un gros raté. Un arbre qui cache la forêt. Une erreur monumentale qui remet en cause tout le message du film. Et qui pose la question suivante. Les millions de spectateurs ont-ils été mal influencés sans le vouloir? Des images de nature luxuriante à couper le souffle, une bande-son entraînante, une histoire simple à comprendre. Il y avait tout pour que le film colle à son message et fonctionne. Mais qu'a bien pu rater James Cameron? La grande force du film, c'est qu'il touche le grand public, et spécifiquement le gros segment de personnes qui ne sont pas encore conscientes de l'enjeu environnemental. James Cameron se sert du côté absurde et un peu débile des blockbusters pour arriver à ses fins. La simplicité du script, le choix des personnages, les bons et les méchants d'un côté, les musiques entraînantes, la quête haletante qui est facile à suivre. James Cameron utilise à merveille les éléments du storytelling et du divertissement pour capter notre attention et parler d'un sujet complexe. Et donc Avatar réussit là où des milliers de scientifiques se sont cassés les dents, à savoir nous parler d'écologie sans nous endormir. Car là où les rapports scientifiques, les documentaires, les communications d'entreprise perdent 90% des gens, Avatar parle à tout le monde, car il joue sur les émotions. Et cette formule est bien plus efficace pour parler à un public novice. Par exemple, je suis prêt à parier que le très bon film écologique d'Al Gore, An Inconvenient Truth, a eu beaucoup moins d'impact que le spectaculaire Le jour d'après sur les personnes qui ne connaissaient rien à la crise climatique. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que les films intellectuels prêchent à des convertis, des personnes qui ont déjà les codes et qui connaissent déjà le sujet. Mais si vous voulez parler à la grande majorité de la population, aux novices, vous devez être simplet, un peu débile. Et ça, James Cameron, il l'a bien compris. Car comme dit Napoléon, les hommes sont plus facilement gouvernés par leurs vices que par leurs vertus. Et si ces vices sont des mondes 3D avec plein d'explosions dans tous les sens, être stupide est la décision la plus intelligente. Donc à première vue, James Cameron réalise un coup de maître, en utilisant l'absurdité et la stupidité pour aller convertir de nouveaux fidèles à l'écologie. Jusqu'ici, son approche est brillante. Mais Cameron fait une première erreur qui va lui coûter très cher dans sa quête. Car rappelez-vous, il souhaite créer de l'empathie pour nous pousser à agir. Ok, le plot est super simple à comprendre. Les méchants sont les humains capitalistes qui veulent tout détruire pour s'enrichir. Les gentils sont les navis de Pandora. Ils vivent dans un environnement idyllique, harmonieux, parfaitement parfait. Bref, ils ont tout compris et c'est ce monde que nous devrions désirer selon Cameron. Mais est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie? Est-ce que c'est aussi simple? Notre monde naturel, il a toujours été inhospitalier, chaotique. Il est dur, violent souvent. Et ça même sans les humains. James Cameron veut nous faire visualiser Pandora comme l'environnement que nous aurions si nous étions plus respectueux de la planète, pour nous pousser à agir. Or ce monde, il n'existe pas, il a été trop simplifié. On lui a enlevé toute la complexité qui fait l'essence même du monde réel. Le problème est qu'en consacrant trop d'efforts à faire de Pandora un Éden fondé sur l'harmonie et l'ordre, James Cameron
tombe dans le piège du mythe du bon sauvage. Le mythe du bon sauvage, c'est l'idéalisation de l'homme à l'état de nature. C'est l'idée que le bon sauvage vit sur Terre avant le péché originel. Or, ce paradis n'existe pas. En tout cas, ce n'est pas notre monde. Et c'est là tout le problème. En faisant cette représentation sentimentale, Cameron utilise le mauvais contexte, le mauvais point de départ. Ce qui est dramatique, c'est qu'il base toute sa narration sur ce mauvais contexte qui n'est pas notre réalité. Et comme ce contexte ne correspond pas à la réalité, on a tendance à regarder les événements qui s'y passent de l'extérieur. On ne se reconnaît pas comme acteur, on ne les connecte pas avec notre propre réalité. Et quand on ne se sent pas concerné personnellement, on n'agit pas. En opposant les navis, gentils, primitifs, bleus en harmonie avec la planète, aux méchants humains avides, Cameron renforce les préjugés. Et ces préjugés empêchent une prise de conscience réaliste des enjeux environnementaux. Vous allez me dire, le film y met bien la nature au centre de l'attention. C'était pas ça l'objectif ? Eh bien en fait, même là-dessus, Avatar se contredit. Rappelez-vous, l'ambition de James Cameron, c'est de remettre l'humain à sa place, sur un pied d'égalité avec toutes les autres créatures. Il se bat contre l'anthropocentrisme, qui est le fait de tout remettre autour de l'humain. Mais si on regarde de plus près, on se rend compte que le film, il est complètement anthropocentré. Prenez la scène dans le premier opus où Neytiri et Jack Sully ont soif. Lorsqu'ils ont soif, ils vont boire de l'eau de pluie dans des feuilles en forme d'oreille. Quand ils ont faim, ils vont tuer un animal qui ressemble à une chèvre et lui disent « Votre esprit rejoint Eva, votre corps reste pour faire partie du peuple ». Le geste se veut consolateur et ses intentions sont positives. Le problème que Cameron semble oublier, c'est que l'animal ne comprend pas ces paroles. Ces paroles ne font sens que pour l'humain. En laissant entendre que tous les animaux sont conscients d'Eva et du cycle de la vie, le film commet l'erreur cruciale d'imposer des valeurs complètement humaines à un écosystème non humain. Là où Cameron voulait remettre l'humain à pied d'égalité avec les autres espèces, il nous fait regarder ce monde à travers le prisme autocentré de l'humain, et renforce notre vision anthropocentrée. Comment générer de l'empathie si on ne change pas de point de vue, si on reste du point de vue humain ? Ok, vous allez me dire que t'exagères, pour une fois qu'un film parle d'écologie, parle au plus grand nombre et a un succès retentissant, ce qu'il faut c'est commencer par sensibiliser, et ce film y arrive très bien, non ? Malheureusement, notre ami James fait une nouvelle erreur qui autodétruit complètement son message. Dans le premier opus, lorsque les Omaticaya font face à la perte de leur habitat, aux mains de Parker Selfridge et de la RDA, ils invoquent Ewa pour les sauver. Ewa, qui est une divinité forestière un peu analogue au concept de mère nature, répond en envoyant une salve d'animaux chargés de perturber les efforts de la RDA. C'est un moment rassurant pour les spectateurs, mais il est également trompeur. En plaçant Ewa en charge de corriger les torts de la RDA, le film implique que les problèmes environnementaux peuvent être résolus par une créature mystique et non humaine, exonérant ainsi les humains et les personnages navis du film de leur entière responsabilité. Ce raisonnement est potentiellement dangereux, car il implique que si les humains vont trop loin, ils peuvent être sauvés par une force non humaine. La deuxième grille de lecture, ça serait qu'Ewa, cette force extérieure, représente la technologie. Ça reprend le concept technosolutionnisme qui dit que la technologie va nous sauver quoi qu'il arrive. Dans les deux cas de figure, le fait qu'il y ait un grand sauveur nous déresponsabilise. Pourquoi changer ma façon de me comporter si je suis sauvé à la fin quoi qu'il arrive ? Du coup, le film ne nous pousse pas vers une écologie d'intérieur. Il ne nous met pas en face de nos responsabilités personnelles. À force d'ultra simplifier le message pour le faire passer au plus grand nombre, Avatar ne fait-il pas passer le mauvais message ? Sa principale force ne devient-elle pas sa plus grande faiblesse ? Mais il y a autre chose. Au-delà du message qui est bourré d'inexactitudes, il faut regarder les moyens qui ont été mis en place pour faire ce film. Car toute cette simplification a un coût. Pour remplacer l'argumentaire intellectuel, James Cameron utilise une immersion visuelle technologique jamais égalée. Pour capter et retenir l'attention du spectateur, le film est bourré d'effets spéciaux. Et c'est assez surprenant que les gens aient besoin de voir la nature briller comme une guirlande pour se familiariser avec l'environnement. Le film dénonce la technologie, mais il en fait sa principale arme de persuasion. Au sein même de l'ADN du film, il y a une contradiction entre son message et son essence. Alors quand bien même que le message aurait été bon, comment savoir si l'impact positif du film est supérieur à son impact environnemental ? Oui, maintenant James Cameron utilise des énergies renouvelables, mais c'est pas comme s'il n'y avait pas d'impact et c'est pas comme s'il y avait aussi tonnes et des tonnes de déchets créés par le film. Oui, la nourriture servie au staff était végane, mais combien de CO2 les serveurs ont-ils émis pour produire ce film ? Oui, le film a été vu par des millions de personnes générant 3 milliards de recettes. Mais qui profite de tout cet argent ? Est-il redistribué pour la cause écologique ? Et puis, Cameron est-il vraiment écolo ? Lui qui vit sur les hauteurs de Malibu dans une maison de 24 000 carrés avec piscine chauffée, des dizaines de voitures, un hélico, un yacht, une flotte de sous-marins, rien que ça, et tout ça sans un seul panneau solaire. La réduction des émissions de CO2, c'est chez les autres apparemment. Ce film pose plusieurs questions de fond sur l'ensemble du débat écologique. James Cameron a-t-il réalisé ce film
pour accélérer la cause écologique ou pour flatter son propre ego en se positionnant comme prêcheur de la bonne cause? Doit-on être bête pour parler d'écologie au grand public? Doit-on s'octroyer le droit de polluer pour parler au plus grand nombre? Mon analyse, ça serait de valoriser le monde tel qu'il est plutôt que créer des artifices qui sont trop éloignés de nos références. Et surtout, prendre une approche personnelle pour montrer que chaque changement qui est bénéfique pour la planète est avant tout bénéfique pour nous-mêmes, personnellement, très égoïstement. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la sensibilisation, ce qui constitue encore 90% de toutes les actions dans le développement durable, et ce qui flatte les égos, disons-le, mais qui donne aucun résultat, je pense qu'il serait beaucoup plus intelligent de se concentrer sur les changements de comportement, de comprendre les obstacles psychologiques, de comprendre les leviers de motivation très personnels et sociaux pour aller vers un monde plus durable. Car si une personne avertie en vaut 2, une personne qui passe à l'action en vaut 100.